Bonjour à tous et à toutes. En fait, je vais commencer par vous poser une question. En fait, est-ce que certains ou certaines d'entre vous se sont déjà questionnés sur la qualité de leurs emplois? Donc, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Que ça soit le cas ou pas, en fait, la présentation d'aujourd'hui va vous permettre d'en savoir plus sur comment mesurer la qualité d'emploi, mais spécifiquement auprès des employés LGBTQ+. Et vous en apprendrez également sur comment un peu la qualité d'emploi peut différer entre différents groupes d'employés LGBTQ+. Donc, je me présente, je suis Michele Bayoko, je suis assistant de recherche à la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Je suis également étudiant au doctorat en psychologie du travail et des organisations à l'Université du Québec à Montréal. Donc, je vais commencer par vous présenter le contexte dans lequel mon projet de mémoire s'est déroulé. Je vais poursuivre avec les objectifs de recherche, en fait, les objectifs que j'ai visés, les principaux résultats obtenus, ainsi que des pistes de recherche et d'intervention en guise de conclusion. Donc, j'ai survolé le plan. Donc, comme plusieurs le savent, en fait, le domaine du travail est un domaine central à la réalisation de soi et à l'intégration sociale des individus, mais le milieu du travail représente aussi une part autant temporellement que symboliquement importante de la vie des salariés. Néanmoins, les questions de stigmatisation, d'exclusion sociale peuvent encore, en fait, elles affectent les expériences en milieu de travail de groupes stigmatisés et de ce fait peuvent nuire à la qualité de vie au travail des travailleurs, notamment les personnes LGBTQ+ en milieu de travail et les personnes racisées et ethnicisées. Et en fait, particulièrement pour les personnes LGBTQ+, en fait, elles font face à des formes d'exclusion et de discrimination qui sont spécifiques à leur personne et qui relèvent finalement de l'hétérosexisme et du cissexisme de la société. Et en fait, les écrits scientifiques, autant au Canada qu'à l'étranger, vont démontrer notamment que les personnes LGBTQ+ peuvent être désavantagées sur différentes facettes de l'emploi, notamment les questions de rémunération, de surqualification, qui est le fait, par exemple, d'être surscolarisé pour l'emploi que nous avons actuellement, aussi sur les questions d'heures de travail et finalement sur les expériences de harcèlement et de violence en milieu de travail. Et c'est ça, donc les personnes LGBTQ+, seraient désavantagées sur ces questions-là comparativement aux personnes hétérosexuelles et cisgenres. Et si on s'attarde à ces aspects-là, en fait, ce sont tous des éléments importants pour évaluer la qualité d'emploi, mais ça ne se limite pas à ces éléments-là. Ça dépasse cette courte liste, ce qui m'a amené, en fait, à me demander, à me poser les questions suivantes. Donc, d'abord, est-ce que toutes les personnes LGBTQ+ du Québec ont la même qualité d'emploi? Je me suis douté de la réponse. Et si c'était le cas, en fait, quels étaient les groupes les plus désavantagés sur cette question? Donc, voici mon objectif principal, qui était de construire finalement une mesure de la qualité d'emploi des employés LGBTQ+. Pour ce faire, j'ai dû identifier les indicateurs qui sont pertinents, donc des indicateurs de qualité d'emploi. J'ai dû analyser de manière statistique la structure en arrière de ces indicateurs. J'ai ensuite créé la mesure, donc créé un peu un indice qui donne une note de qualité d'emploi. Et finalement, j'ai vérifié si cette mesure était valide, était fiable et était bonne finalement pour pouvoir évaluer la qualité d'emploi. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé les données de l'enquête Sa-vie LGBTQ+, qui rejoint autour de 5000 participants. Donc, pour y participer, on devait avoir au moins 18 ans, s'identifier comme une personne LGBTQ+, résider au Québec et pouvoir lire le français ou l'anglais. Et donc, parmi tous ces participants-là, j'ai sélectionné les travailleurs et plus précisément les employés auprès de ce bassin, ce qui correspondait finalement à 1761 employés LGBTQ+. Ceci m'a amené, en fait, les écrits scientifiques notamment, des analyses statistiques, la collaboration aussi avec les partenaires du projet Sa-vie et des modèles conceptuels m'ont amené à proposer un modèle pour évaluer la qualité d'emploi des employés LGBTQ+.
Et ça l'a mené à une sélection de 16 indicateurs de qualité d'emploi qui sont à gauche du modèle. C'est peut-être pas très clair, on voit peut-être pas la liste clairement, mais je vais survoler rapidement avec vous. Donc, ces 16 indicateurs qui sont à gauche sont couverts par 5 dimensions de la qualité d'emploi qui sont à droite. Et donc, commençons avec la qualité de la rémunération, qui inclut notamment le revenu, les assurances collectives. Ensuite, il y a la question de stabilité d'emploi, qui couvre la permanence de l'emploi et à quel point on considère que notre emploi est... à quel point on considère qu'on bénéficie d'une sécurité d'emploi. Ensuite, on a la qualification qui sont mises de l'avant, donc à quel point mes qualifications, mes compétences correspondent à ce que mon emploi m'exige dans la vie de tous les jours. Et finalement, les 2 dernières dimensions sont des dimensions qui concernent l'environnement social au travail. Donc, d'abord, on a la dimension environnement soutenant. Donc, est-ce que les employés LGBTQ+, travaillent dans un milieu, premièrement, qui est caractérisé par un soutien organisationnel élevé? Est-ce que c'est un milieu qui est aussi caractérisé par des politiques et des pratiques inclusives organisationnelles? Est-ce que je travaille dans un environnement, un climat de travail qui est acceptant à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres? Et finalement, est-ce que mon employeur en fait suffisamment pour qu'on puisse, comme personne LGBTQ+, en milieu de travail, vivre une vie professionnelle épanouissante? Et pour la dernière dimension, en fait, c'est des facteurs, on veut s'assurer que les personnes aient absence de facteurs négatifs, qui sont notamment les expériences d'harcèlement en milieu de travail et les microagressions. Donc, on voulait un peu une facette positive et négative de l'environnement social. Donc, en plus d'un environnement soutenant, on veut aussi un environnement, finalement, exempt de harcèlement et de microagression. Donc, ça, c'est la première partie des résultats. Ensuite, pour s'assurer que, finalement, en fait, je reviens à ma diapo précédente, à partir de ces 16 indicateurs-là, on a pu accorder une note à l'emploi de chacune des 1763 personnes et on a pu finalement voir s'il y a des différences entre les groupes à partir de là. Et donc, on a vérifié, pour être sûr que notre note avait du sens, on a vérifié si le score ou la note était liée aux attitudes au travail, donc notamment la satisfaction au travail et l'engagement organisationnel, mais aussi si c'était lié au sentiment de connexion avec le milieu de travail. Et en fait, les résultats vont dans ce sens. Donc, d'abord, c'est lié à la satisfaction au travail. Donc, en d'autres mots, si on regarde le graphique que vous avez devant vous, là où on a les courbes superposées, bien, plus la courbe est à droite, plus le score ou la note est élevée de la qualité d'emploi, et on passe de très insatisfait à très satisfait en partant du haut vers le bas. Donc, on voit vraiment une tendance que plus la note augmente, plus la satisfaction au travail augmente pour ces employés-là. Même chose pour l'engagement organisationnel. Plus la note augmente et plus les employés LGBTQ+, se sentent engagés au travail, se sentent loyaux, veulent y rester longtemps, sont même prêts à mettre de l'énergie additionnelle pour que le travail soit fait. Ensuite, on a aussi le sentiment de connexion qui semble augmenter aussi en fonction de la note de qualité d'emploi. Donc, on a été rassurés par ces résultats-là qui correspondent aussi à ce qui est su dans la littérature scientifique. Ensuite, on a également croisé la note de qualité d'emploi avec des variables caractéristiques des employés, également d'autres caractéristiques de leur emploi de manière générale. Donc, commençons avec le graphique 1, qui est le croisement entre la note de qualité d'emploi et les modalités et identités de genre. Donc, pour vous aider un peu à mieux interpréter ou comprendre ces graphiques, plus les bandes bleues marines, bleu foncé sont élevées, plus la situation est favorable pour le groupe qu'elle représente, alors que plus les bandes bleu pâle sont élevées, plus la situation serait défavorable pour le groupe qu'elle représente également. Donc, dans ce cas-ci, on constate que, de manière générale, les hommes LGBTQ+, cisgenres auraient des notes de qualité d'emploi plus élevées que, par exemple, les femmes LGBTQ+, cisgenres. Et ces groupes, les personnes cisgenres, finalement, auraient des meilleures qualités que les personnes trans et non-binaires selon l'indice construit. Sinon, pour les questions, en fait, pour la variable minorité visible et personnes migrantes,
on constate que, en fait, le grand constat, c'est que le fait d'être une personne de minorité visible ou une personne de couleur amènerait en fait, ces personnes-là auraient des notes de qualité d'emploi plus basses que les personnes blanches, et ça semblerait être plus désavantageux que le fait d'être natif ou pas, selon ce graphique. Ensuite, le fait d'être dans une situation de handicap aussi mènerait à des notes plus basses de qualité d'emploi que les personnes qui ne sont pas dans ces situations-là. Sinon, pour la question d'âge, en fait, on constate que le groupe d'âge ou la tranche d'âge qui est la plus désavantagée en termes de qualité d'emploi, c'est les 18 à 24 ans, ce qui correspond tout à fait à ce qui est dans la littérature scientifique. Et on constate que plus les employés LGBTQ+ gagnent en âge et plus la qualité d'emploi semble également augmenter. Sinon, plus la note augmente de qualité d'emploi et plus le niveau de scolarité semble être élevé également, donc ça semble aller dans la même direction. Même chose pour le graphique 6 en termes de taille de l'organisation. Plus la taille de l'organisation augmente et plus la qualité d'emploi semble être élevée. Pour le secteur d'emploi, donc le graphique 7, on constate que le secteur public semblerait avoir, en fait, les employés LGBTQ+ du secteur public sembleraient avoir des emplois de meilleure qualité que ceux du secteur privé. Et pour la question de la profession exercée, étant donné la quantité de données, je vais seulement m'attarder aux catégories de professions qui sont dans la situation la plus avantageuse et les deux catégories de professions qui sont dans la situation la plus désavantageuse en termes de qualité d'emploi. On constate que pour le premier rang, en fait, il est obtenu par les directions et les cadres de direction, les gérants, en termes de notes de qualité d'emploi la plus élevée, suivi des professions scientifiques et intellectuelles, donc sont encadrées dans mon graphique actuellement. Et sinon, pour ceux qui se trouvent un peu dans la situation la plus désavantageuse en termes de catégorie de profession, on retrouve le personnel de services directs, donc notamment les commerçants, les vendeurs, le service à la clientèle seraient dans ceux qui ont la qualité d'emploi la plus basse. Et on a aussi les professions élémentaires qui couvrent notamment les professions en milieu d'agriculture et de mines. Et même les aides ménagères sont également dans cette catégorie-là. Et donc, en fait, cette étude est la première, autant au Québec qu'à l'international, à évaluer la qualité d'emploi des travailleurs LGBTQ+. Également, c'est une étude qui se base sur une source de données qui est la plus récente et la plus complète sur les conditions de travail et l'environnement social au travail des employés LGBTQ+ au Québec. Sinon, en fait, une piste de recherche future qui serait intéressante à explorer serait de situer la qualité d'emploi des employés LGBTQ+, par rapport aux employés hétérosexuels et cisgenres, puisque dans cette étude, on ne s'est concentré que sur les employés LGBTQ+ entre eux. Ensuite, ce serait également intéressant d'évaluer la qualité d'emploi de professionnels spécifiques. Par exemple, les travailleurs du réseau communautaire, par exemple, dans le sens que les employés LGBTQ+ du réseau communautaire, les employés LGBTQ+ des services sociaux et de santé, etc., ça peut être fait, notamment avec cette base de données. Sinon, pour les pistes d'intervention futures, en fait, ça serait important de tenir compte des écarts, notamment, qui ont été documentés par cette étude entre les groupes d'employés LGBTQ+, pour pouvoir apporter finalement des interventions ciblées, que ce soit notamment à travers le recrutement. Donc, comment mettre en place notamment des stratégies pour freiner les biais préjudiciaux qui peuvent teinter finalement des processus de recrutement et couper l'accès finalement à des groupes stigmatisés, à des postes finalement qui sont de qualité ou qui ont une certaine qualité d'emploi. Et une autre stratégie, en fait, c'est aussi d'améliorer la qualité de l'emploi de manière générale, donc notamment en visant un des 16 indicateurs. Vous vous rappelez le modèle qu'on a présenté plus tôt. Donc, identifier finalement les indicateurs sur lesquels on peut travailler et finalement se baser sur ce type de modèle-là. Voilà. Merci.